Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. On sait que le télétravail s'est généralisé, oui, pendant la pandémie, et après la pandémie de COVID-19, c'est devenu quand même assez la norme dans plusieurs endroits. Des fois, c'est une journée, des fois 2 jours, mais est-ce à dire que le télétravail doit devenir un droit? On va en parler avec Rémi Villemur. Rémi Villemur, bonjour. Bonjour, Karima. Oui, Rémi, tu voulais revenir sur la chronique de Mario Dumont qui a été publiée hier dans le Journal de Montréal. Il revenait là-dessus, en fait, sur le télétravail dans la fonction publique, et ça crée quelques remous. Oui, tout à fait. Donc, tu fais bien de parler de droit, parce que ça n'existe pas, en fait, ce droit-là. Mais c'est quand même un droit qui est évoqué durant les négociations pour les nouvelles ententes collectives. Ça a été le cas la dernière fois. Donc, on dit on a le droit, puis c'est une certaine forme de chantage parce que ce droit-là n'est inscrit nulle part jusqu'à présent. Mais c'est une façon de dire, écoutez, dans le privé, c'est supporté comme mesure, donc si vous voulez, on peut partir. Ça s'appelle vraiment du chantage parce que les fonctionnaires, ils sont quand même assez bien payés, puis ils ont un assez bon fonds de pension. Je suis pas sûr qu'ils passeraient à l'acte, qu'ils s'en iraient travailler dans le privé si on les obligeait à venir travailler une journée de plus. Moi, Karima, je déteste le télétravail. Je suis opposé à ça philosophiquement, techniquement, de toutes les façons possibles. Même physiquement, je suis opposé à ça. Je pense que c'est une mauvaise chose et je pense qu'on subit non seulement du chantage, mais d'une certaine forme d'intimidation depuis la pandémie. Pendant la pandémie, c'était une mesure qui avait un sens. Un sens. On pouvait la comprendre, cette mesure-là. Et là, on n'arrête pas de nous dire de mille et une façons que la société est redevenue ce qu'elle était avant la pandémie, à quelques détails près. Et pourtant, les gens ne peuvent surtout pas revenir travailler. Ils se sont habitués. Là, on nous dit « Ah, moi, j'ai acheté une maison en dehors de Montréal. Ça veut dire qu'il faudrait que je vienne travailler en personne. » Bon, mais attends une minute, là. C'est ton travail, là. Hein? C'est ton travail, là. C'est censé être un petit peu désagréable, un travail, là. Hein, quand même, là, quand c'est 100% agréable, un travail, on appelle ça avoir du fun, puis on appelle ça être au parc, on appelle ça être à la ronde. Donc, c'est un travail. Oui, mais attends, là, je t'entends, mais je m'excuse, je me fâche. Non, mais ça, c'est correct, là, ça va, ça te fait du bien, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'essaie d'imaginer un peu les gens qui nous écoutent à la maison qui disent, OK, oui, c'est vrai, c'est revenu après, bon, on n'est plus en temps de pandémie, mais une journée ou 2 ou 3 ou plus, ou 4, peu importe, ou 5, ben, ça me permet de ne pas utiliser la voiture. Donc, il y a aussi un impact, par exemple, écologique. Ça peut être avantageux, moins de congestion routière. Ensuite, peut-être un meilleur aménagement de travail XY, là, que ce soit pour aller chercher les enfants à l'école ou des choses comme ça. Tu penses pas qu'il y a quand même des avantages à garder, à tout le moins une partie de télétravail, Rémi? Alors, ma réponse, c'est oui. Il y a évidemment des avantages. Et tu remarqueras que ce sont toujours des avantages pour le travailleur et jamais pour l'employeur. Hein? Tu remarqueras ça. Parce que la chronique de Mario Dumont, on devrait en parler un petit peu plus. Ce qu'il nous dit dans cette chronique-là, c'est qu'à Affaires mondiales Canada, qui est donc dans la fonction publique canadienne, on a remarqué, parce que là, ça a éclaté la semaine passée, toutes sortes de scandales, on a remarqué qu'il y avait des employés qui utilisaient, écoute, des secoueurs de souris. Donc, écoute, ils ont du temps, là, ils ont organisé ça. Là. C'est une façon de faire semblant d'être actif devant son ordinateur de la maison pour que le gérant ou la personne en charge là, de l'équipe puisse ne pas s'apercevoir que les gens ne sont pas en train de travailler vraiment. Et ça, on nous dit scandale. Moi, j'ai envie de dire non, banalité. Dans la fonction publique, là, quand vous travaillez de chez vous, vous utilisez une feuille Excel pour rentrer vos heures. OK? Ça veut dire là, que vous n'êtes pas forcément en train de travailler de 9 à 5. Ça veut dire que vous dites à la fin de la journée que vous avez travaillé de 9 à 5. Mais c'est incroyable. Comment on peut soutenir ça? On paye ces employés-là pour travailler, des centaines de milliers d'employés au Québec. Est-ce que c'est partout pareil avec une feuille Excel? Non. Évidemment, le secoueur de souris, jusqu'à preuve du contraire, c'est un cas d'exception. Mais ça cache quelque chose. Le secoueur de souris. Non, mais c'est parce que ça va rester, le secoueur de souris. Donc, on est quand même dans un cas, littéralement, c'est des cas de fraude, là, où on fait semblant qu'on est en train de bosser, puis dans les faits, on est peut-être en train de se faire, je sais pas quoi, là, une brassée de lavage, on se fait bronzer sur sur son patio, j'ai aucune idée, ou peut-être pas, là, mais mon point, c'est quand vous prenez finalement un logiciel malveillant pour
frauder, en fait, les heures de travail, effectivement, ça soulève des grosses questions, là. Mais heureusement, Karima, les employés qui fraudent dans la fonction publique, on peut les mettre dehors. Eh bien non. Il est là le problème aussi avec le télétravail, c'est qu'il n'y a pas d'impunité. C'est des gens qui ne peuvent pas être mis dehors. Vous savez, il y avait un excellent roman de Biz là-dessus, ça s'appelait Naufrage, où il décrivait l'ambiance dans les bureaux de la fonction publique, où des employés qui avaient commis des fraudes étaient tablettés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre dehors, on peut pas, les syndicats sont toujours derrière eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on leur donne une fonction, en fait, une fonction qui veut rien dire, et ces employés-là se rendent jusqu'à la retraite dans l'indifférence, dans le silence, et quittent après. Moi, là, si c'était fait autrement, par exemple, si on pouvait mettre dehors un employé qui fraudait, par exemple, ou qui utilisait un secoueur de souris, je serais peut-être moins opposé au télétravail. Mais là, le problème, c'est que ça s'inscrit dans une culture d'entreprise, et je m'excuse, mais c'est une entreprise, le gouvernement du Québec et du Canada, où les employés peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent, ils écrivent leurs heures, ils travaillent quand ça leur tente, puis s'ils sont pas assez productifs, c'est ça qui est ça. Et ça, on ne peut pas soutenir ça. Donc, il faut se battre contre le télétravail. Tu as raison, une journée. Moi, j'ai rien contre une journée. Mais le problème avec une journée, c'est que ça se transforme en 2. Et pourquoi pas 3? Et là, c'est 3, là. Hein? Alors, pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Hein? On se dirige vers ça. C'est sûr qu'en fait, il y a vraiment des questions à se poser, puis c'est toute la question de la productivité, c'est-à-dire que si on se dit que dans une semaine, on devrait faire tant de choses, ou enfin, il y a certaines tâches qui devraient être accomplies, à ce moment-là, c'est peut-être plus ça la mesure que le nombre de journées qui est passé au bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Là? Il y a quand même cette idée-là. Mais c'est vrai, tu as raison de souligner que ça soulève véritablement des questions. Et quand même, on est dans la fonction publique. Donc, comme tu dis, c'est l'argent payé par les contribuables. Donc, quand on voit qu'on paie pour... c'est sûr que c'est une minorité, mais quand on paie pour quelques secoueurs de souris, c'est quand même un peu désolant tout ça. Et on va revenir maintenant sur cette lettre publiée par Nicolas Salter, directeur général de la Table ronde sur l'emploi. Et tu veux revenir là-dessus sur la minorité historique anglophone qui se plaint, qui aimerait ça qu'on offre plus de cours de français. Peut-être fais-nous un petit peu la lumière là, sur ce dossier. Donc, en fait, c'est cet homme-là qui est directeur général de la Table ronde qui nous dit, évidemment, ça commence toujours comme ça. Hein, ils nous disent toujours, c'est très important de protéger le français. Mais, il y a toujours un mais. Hein? Et mais quoi? En fait, mais le plan pour la langue française déposé par le ministre Roberge au printemps dernier, je pense que c'était le 28 avril, ça fonctionne pas, c'est mal en fait parce que ça s'en prend aux minorités historiques. La minorité historique anglophone qui serait traitée comme une menace au Québec, alors que moi j'ai plutôt l'impression qu'elle est bien traitée. Hein? Quand même, l'hôpital le mieux subventionné, le plus gros cégep, l'université la plus subventionnée, plein de stations de radio, plein de stations de télé, des maisons d'édition, des journaux. Ça va bien quand même. Hein? Donc non, ça irait mal plutôt, selon lui. On nous dit, les mesures aussi pour hausser les droits de scolarité pour les étudiants étrangers dans les universités anglophones, ça ostracise les immigrants, tout ça. Et, nous rajoute-t-il, la solution, ce serait d'implanter des mesures pour aider les gens de la minorité historique anglophone, donc des anglophones qui sont non immigrants, à apprendre le français. Mais là, t'as envie de te dire, c'est parce que moi, j'ai appris l'anglais. Je suis pas allé à l'école anglaise. Hein? Le gouvernement m'a jamais donné une scène pour que j'apprenne l'anglais. J'ai appris l'anglais. Comment j'ai appris l'anglais? En m'intéressant à la langue anglaise, en lisant en anglais, en regardant des séries en anglais, en voyageant, en regardant des films en anglais. Comment c'est pas possible? Comment ça se fait que c'est pas possible de l'autre côté, hein, de faire le même effort, alors même qu'ils habitent dans une société dont la seule langue officielle est le français, dans une société majoritairement francophone et dans une société qui résiste dans un océan d'anglophones? Comment ça se fait que c'est pas possible? Pourquoi ça serait au gouvernement du Québec de mettre de l'argent là-dedans? Moi, j'ai une solution pour les anglophones du Québec. Sortez, faites-vous des amis, parlez en français, faites l'effort, vous allez l'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend une langue, c'est seulement en mettant des efforts. Donc, on est dans un esprit de conquête, là, vraiment. Là, hein? On ne comprend pas pourquoi il faudrait apprendre le français. On a gagné la guerre en 1759, ça s'est inscrit dans notre tête. Puis là, on se dit, là, s'ils veulent qu'on apprenne le français, qui nous paye pour l'apprendre? Qui nous paye des formations? Nous, on n'a pas besoin de vivre en français. Ça ira pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, les amis. Pour apprendre le français, il faut vivre en français. C'est tout simplement comme ça. Oui, je vois qu'il y a toute une montée de lait aujourd'hui. C'est jeudi. Je t'avertis, le jeudi, je suis pas de bonne humeur. Rémi Villemur, à demain. Bye bye.